Il y aura des élections municipales en Russie le dimanche 8 septembre prochain. Les médias occidentaux ont fait état de manifestations réprimées avec brutalité par les forces de l'ordre. Comment percevez-vous cette situation? Le fait qu'elles sont toujours couvertes par les médias français, soit médias globalistes américains, c'est le fait que ici nous avons l'intervention des forces occidentales dans l'entière politique de la Russie. Si on va regarder les prochaines élections, c'est la situation habituelle. Il y a plusieurs points de vue, il y a la vraie compétence, il y a la vraie liberté, tous sont présentés. Mais l'Occident il essaie d'utiliser chaque fait de la situation qui n'est pas toujours stable en Russie pour montrer que les dirigeants de la Russie ne sont pas légaux, ne sont pas légitimes, etc. Les protestes en place à Moscou, à Saint-Pétersbourg, mais ils ne sont pas du tout comme elles sont montrées à l'Occident. C'est les petites manifestations où nous voyons l'agressivité, l'agression vers les policiers. Et les policiers, le fait de cette agressivité contre les policiers est toujours dans les vidéos reportages qui sont non-stop montrés sur les chaînes d'Occident, mais dans le même temps, l'agression de ces participants de la proteste, qui sont les gens qui ont reçu ils ont reçu les cours de journalisme professionnel. Elle comprend comment il faut agir pour avoir une bonne image de la résistance. Ils ont besoin d'être montrés comme les martyrs de la régime, ils font tout pour ça. C'est le cas de petits enfants migrants qui étaient partout dans les médias dans l'Occident. C'est le cas qui est utilisé toujours pour déstabiliser la situation dans les pays souverains. Et donc là, il ne faut pas du tout croire à cette image. Il faut comprendre qu'il y a plusieurs visions en Russie, que la liberté en Russie existe et que cette image n'est pas du tout la réalité. Il faut regarder la situation en complexité. Il faut regarder dans le contexte. Poutine est soutenu par la plupart des Russes. Et c'est plus que 60%. Et donc, il est le président légitime, légal. Et, il y a l'opposition, il a le droit d'être contre le régime. Il a le droit, parce que la Russie, c'est la démocratie. Mais est-ce qu'il a vraiment le droit de faire l'agression vers les policiers? Parce que ces cas sont plusieurs, nous pouvons les voir. Et il faut, si vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe en Russie, je vous invite à regarder ce qui se passe. Ce n'est pas du tout comparable aux Gilets jaunes en France, ce n'est pas du tout comparable aux autres protestes qui sont en Europe contre le gouvernement. La situation est diverse et il faut voir le cas dans la complexité de contexte. Comment était perçue en Russie la crise des Gilets jaunes en France? Évidemment que les Gilets jaunes, ils montrent la tendance du peuple de manifester contre les élites. C'est le cas qui fait la démonstration que les élites ont perdu la sensibilité vers les envies, les désirs du peuple. Les élites, si on va par exemple voir en Russie la popularité de Poutine est plus que 60%, en Europe, si nous allons regarder France, nous allons voir que c'est beaucoup moins. Il est pas du tout, il perd ses points. Selon les sondages, Macron il est entre 20% jusqu'à 28%, ça dépend des pôles. Mais les derniers sondages de Elab, il montre que Macron a quelque chose comme 20%. Et ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal pour le président. Et en comparant avec les présidents précédents, Sarkozy ou Hollande, c'est pas un bon point, c'est pas des bonnes étoiles. Et donc, la Russie a plutôt la sympathie vers les Gilets jaunes. Les Russes, ils ne sont pas très dans la complexité, qu'est-ce que c'est le clivage gauche-droite et qu'est-ce que c'est la transgression de clivage gauche-droite. Mais le fait qu'en France, les Gilets jaunes sont
En bas, c'est les protestes du peuple qui fait la manifestation contre les élites globalistes orientées vers l'hégémonie libérale. Et en Russie, nous sommes tous les gilets jaunes. Nous sommes tous ceux qui portent les gilets jaunes en défendant les intérêts de notre pays. Et possiblement que nous pouvons décrire Poutine comme aussi un gilet jaune. C'est le réalisateur des envies du peuple. C'est en personne, c'est le choix du peuple, lui. Et ce n'est pas comparable avec Macron, qui n'est pas du tout choisi par son peuple, qui est choisi dans les situations totalement nihilistes, comme quelqu'un qui est mieux que les autres. Donc, les autres démonisés totalement. Je parle du Front National, du Rassemblement National, de Marine Le Pen pendant les élections présidentielles. Donc, l'essentiel de Macron, c'est le nihilisme total. Et son victoire est nihiliste. Ce n'est pas du tout la victoire positive. Mais la victoire de Poutine, c'est la victoire positive. C'est la victoire où le peuple vote pour le président et ce président gagne. C'est ça la démocratie. La Russie, c'est le pays des gilets jaunes. Nous avons dans le gouvernement le gilet jaune qui défend les intérêts du peuple. Même s'il y a certains problèmes dans la politique intérieure, il y a des divers clans dans le gouvernement. Il y a des gens qui sont plus orientés vers l'Occident et plus orientés vers l'Orient. Il y a quand même cette conversation, dialogue entre les groupes de gouvernement. Mais la ligne magistrale, c'est la ligne de la politique de Gilets jaunes. La Russie, c'est la réalisatrice de cette ligne populiste, dans le sens de moment populiste où le peuple fixe les problèmes avec les élites. La Russie, c'est le moment populiste. Nous vivons en Russie dans le moment populiste. La Russie a elle-même été confrontée à un mouvement social il y a 1 an, à l'occasion de la réforme des retraites. La situation s'est-elle apaisée depuis ? Oui, c'est calmé, mais aussi, comme je dis, il y a les problèmes intérieurs. En Russie, il y a des groupes libéraux orientés vers l'économie libérale. Il y a les groupes qui sont plutôt socialistes, orientés vers le politique communisme. Ce groupe était contre cette réforme. C'est le combat intérieur. Il existe, comme je dis, il y a les clans divers. Mais la situation s'est calmée. Maintenant, les protestes dans ce côté, ils ne sont pas forts. Comment les Russes perçoivent-ils l'évolution de la France et de l'Europe occidentale, notamment en ce qui concerne les phénomènes migratoires ? Nous regardons ce qui se passe dans l'Europe comme dans la manière eschatologique, que c'est le début du fin du monde. Nous sommes orthodoxes et nous voyons tout dans cette optique religieuse. Personnellement, moi, je crois que c'est la grande crise qui a été lancée par des gens qui n'ont rien à voir avec l'Europe, les gens comme Soros, qui ne défendent pas du tout les intérêts de l'Europe, mais défendent les intérêts des petits groupes financiers. Cette crise, la procédure de le grand remplacement, c'est la catastrophe pour l'Europe. Les idées qui étaient au début de l'Union européenne elles sont perdues. Maintenant, c'est la ligne globaliste qui va comme un Titanic vers l'iceberg pour avoir le clash, le fond de la civilisation. La situation est catastrophique, mais en même temps, cette catastrophe donne la possibilité de la nouvelle renaissance. Et c'est ce que nous avons vu dans l'Italie, qui est maintenant dans le processus de grande crise, parce que les globalistes qui ont vu que les gilets jaunes, nous pouvons dire que Matteo Salvini, en étant dans la coalition avec Cinque Stelle, est un sort de gilet jaune qui a réussi de prendre le pouvoir. Maintenant, les globalistes essayent de mettre cette coalition dans le clivage gauche-droite, traditionnel pour eux, pour jouer ce théâtre de la politique. Mais quand même, cette victoire qui a eu place montre que la volonté des peuples commence à être beaucoup plus forte, beaucoup plus légale. Elle a le succès d'obtenir le statut légal et légitime.
Et en plus, si nous avons la catastrophe, nous devons voir tout dans la logique de la balance. Si nous avons la catastrophe, dans l'autre côté, nous avons aussi les forces pour la renaissance, pour la résistance. Et maintenant, plusieurs mouvements européens, mouvements pour la souveraineté de l'Europe, pour la souveraineté de ses propres pays, elle fait le combat culturel pour la renaissance. Donc la Russie voit ça comme une grande tragédie, ce qui se passe avec la destruction totale de la culture, mais en même temps, c'est aussi la chance. C'est aussi la chance pour sauver, parce que si c'est comme l'homme parmi les ruines. Les Européennes, les vrais Européennes qui défendent l'Europe maintenant, qui suivent la cour souverainiste, c'est les gens parmi les ruines qui commencent à faire la renaissance, qui commencent à rétablir, à réinstaller tout, qui commencent à faire la reconstruction de Notre-Dame de Paris qui a été brûlée. C'est comme avec les bâtiments. La Russie est elle aussi un pays multiethnique et multiconfessionnel. Vous connaissez bien la France pour y avoir fait une partie de vos études. Quelle différence voyez-vous entre la France et la Russie dans la gestion de leur dimension multiculturelle ? La Russie a le principe de l'empire, c'est-à-dire d'avoir l'unité, mais aussi d'avoir la pluralité, la diversité. Et la Russie a la chance à réaliser l'expérience extraordinaire de sauver plusieurs cultures, yakoutienne, tatar, etc. Et dans le même temps de rester unis sur le principe de l'État fort de l'Empire. C'est l'Empire eurasiste qui a réalisé que Poutine est le représentant de cet empire. Il garde les traditions, il soutient les traditions des régions, mais en même temps, il garde cette unité politique, cette orientation réaliste dans le système de géopolitique. Mais la France, par contre, en ayant plusieurs cultures, elle essaye d'unifier tout, pas sur le principe de la politique, mais sur le principe de culture. Il n'y a pas de la culture en France. Il y a une culture, il y a la culture en France. Il n'y a pas de la culture de France, il y a la culture en France, comme Macron disait. C'est-à-dire que Macron commence sa politique et sa politique culturelle à partir de l'homme universel qui n'a pas du tout de valeurs et qui doit avoir les valeurs globalistes, les valeurs de libre marché, les valeurs de l'individualisme, la valeur de la liberté de parole qui n'a rien à voir avec la liberté de parole. Si on va regarder les derniers événements, par exemple, le YouTube de TV Liberté était supprimé. La chaîne le plus fameux d'opposition, de réinformation, même pas d'opposition, la réinformation, il était supprimé. Donc c'est ça la liberté de parole. Non, c'est pas du tout. Macron, en disant qu'il faut avoir plusieurs confessions, plusieurs cultures, plusieurs genres dans la culture, dans l'État, il élimine, il supprime toutes les différences entre les cultures. Et il fait la destruction totale de culture. Pas uniquement français, mais aussi en même temps, il détruit la culture musulmane. Parce que de musulmans, des immigrés qui viennent dans le pays, il veut faire l'homme universel. Il veut que le musulman qui est venu de Syrie, un réfugié, devienne quelqu'un avec la liberté des paroles qui est vraiment, qui n'existe pas, c'est quelque chose extrêmement bizarre. Il veut que cette personne n'a plus de connexion avec la culture musulmane. Il fait la castration des cultures et ce n'est pas du tout le principe de l'empire. Le principe de l'empire, c'est avoir l'unité politique, mais avoir la diversité culturelle. En France, c'est d'avoir l'unité culturelle et l'unité et quelque chose, je ne sais pas quoi, multiplicité politique, de montrer France comme un élément d'un grand système mondial, d'avoir pas de frontières, etc. Donc, les principes sont divers. La situation est... Nous avons la similitude entre les situations en Russie. Il y a plusieurs peuples. En France, maintenant, après la crise, il y a aussi plusieurs peuples. Mais Macron n'arrive pas à comprendre qu'il faut garder la diversité. Et lui, qui est toujours dans ses paroles pour la diversité, il détruit la religion catholique, musulmane, tous.
il détruit les cultures. En France et en Occident, la Russie est alternativement présentée comme un pays sous-développé et un pays qui interfère un peu partout et menace la sécurité du monde entier. Quelles sont, selon vous, les causes profondes de cette hostilité ? Le monde occidental fait la propagande contre la Russie en même temps en diabolisant la Russie comme un pays extra puissant et en même temps en montrant que la Russie c'est rien, quelque chose de la régime tyrannique qui est très faible, etc. Fait ça pour avoir l'apologie pour ses propres actions. C'est l'utilisation de la figure de l'autre, dont la légitimité, si vous voulez, la légitimité pour ses propres actions. Si on a l'ennemi comme ça, qui est en même temps agressif, quand on a besoin, il est agressif, quand on n'a pas besoin, il est petit, il est faible, pour avoir l'apologie de ce pouvoir. C'est cette grand clivage, la Russie et l'autre monde, ça donne pour les élites globalistes l'apologie de ses propres actions. C'est quelqu'un qui est totalement démonisé et souligne de la guerre contre cet régime, comme par exemple Henri Bernard Lévy, il a nommé 5 empires comme l'empire du mal, l'empire de Syrie, Iran, l'empire de la Russie, la Chine et le monde sunni. Il a appelé ce 5 diables pour avoir l'apologie de l'intervention dans les pays comme par exemple le Kurdistan, où il est souvent vu en supportant le féminisme kurde, en supportant la virtualité de l'anarchiste kurde, et aussi en même temps en soutenant des terroristes kurdes, parce qu'il y a 5 diables comme ça. Pour Henri Bernard Lévy, il existe, c'est l'apologie de ces actions. S'il n'y a pas ces 5 diables, ces actions ne sont pas du tout légitimes. Donc, les visions de la Russie comme quelqu'un diable en même temps qui est petit et en même temps qui est grand, il n'y a pas d'escale, c'est le postmodernisme total. Il n'y a pas de frontière de cette, si on parle philosophiquement, il n'y a pas de frontière de ce concept de la Russie de diable. Il est petit et en même temps il est grand. Quand elle a besoin de petits Russie, c'est petit. Quand on a besoin de grands Russie, de grande volonté, elle est grand. Elle est un grand démon. Et donc, l'Occident utilise tout ça pour avoir l'apologie pour ses propres actions. Comment les Russes vivent-ils au quotidien le sentiment d'être montrés du doigt par le monde occidental ? Ça donne l'impression comme si la Russie, si elle est nommée comme l'ennemi ou le diable, c'est-à-dire que nous avons la volonté politique et nous ne sommes pas passifs et nous faisons quelque chose. Et puis, si le monde occidental globaliste qui n'a pas de valeurs culturelles, idéologiques, démocratique, s'il diabolise quelque chose, c'est un bon signe. C'est-à-dire que c'est l'affirmation que notre cours est bien. Si, par exemple, le télé BFM dit que la Russie, c'est l'ennemi, c'est bien. C'est-à-dire que la Russie a la propre identité, elle le montre, et que BFM TV et aussi ses dirigeants qui sont connectés avec les élites globalistes sorosiennes, ils ont vu que la Russie a la volonté politique, a la volonté culturelle. C'est-à-dire, c'est l'affirmation de notre puissance. Et pour moi, je suis très ravie quand je vois la diabolisation totale de la Russie, parce que ça montre pour moi que mon pays défend les intérêts du peuple. Ça montre que c'est pas quelque chose demi-demi, c'est pas comme ci, comme ça, c'est pas la demi-libérale, demi-globaliste, demi-patriotique. C'est-à-dire que nous sommes les patriotes, que la Russie montre soi-même dans l'arène géopolitique comme un vrai sujet dans le sens philosophique. Malgré les oppositions entre l'Europe et la Russie, quel intérêt aurait selon vous l'Europe et la Russie à se rapprocher et à coopérer ? Il faut faire le pont culturel, je crois, dans nos cultures, parce que nos cultures sont sur l'hégémonie globaliste, libérale. Nous pouvons le voir même dans la culture. Je crois que nous sommes en train d'être gagnés par la grande culture globaliste, où l'individu est le principe numéro un. Et même en Russie, si nous avons eu la victoire politique
contre le globalisme, nous sommes encore sous l'influence de cette hégémonie culturelle globaliste. Et donc je crois qu'il faut absolument maintenant créer un pont culturel entre l'Europe et la Russie pour sauver nos traditions et nos cultures. Et seulement dans le dialogue qu'on peut sauver quelque chose. Parce que quand il y a la figure de l'autre qui est apprécié comme l'ami, comme quelqu'un avec qui il peut échanger l'expérience, comme dans les tribus anciennes que Lévi-Strauss décrivait, quelque chose comme le cadeau et le cadeau de la part de l'autre. Dans cette optique, nous pouvons faire un front culturel contre la culture, hégémonie culturelle agressive. Et donc maintenant, il faut établir ce pont, il faut échanger les artistes, il faut travailler avec la culture. Évidemment qu'avec la politique, c'est fait, c'est évident, nous avons tous les programmes, mais il faut établir ce pont avec l'Europe sur les choses culturelles. Nous ne connaissons rien vraiment sur la culture française je sais pas, de Basque par exemple, de Normandie. Il faut absolument qu'on fasse la recherche de ça. Il faut qu'elle sera être présentée dans les forums culturels. Il faut que la tradition de la Russie, par exemple, la tradition du nord de Vologda ou Kostrama, par exemple, le chant de folk, il sera présenté à la culture. Nous, évidemment, que nous savons Voltaire, nous savons les encyclopédistes, nous savons le théâtre, mais nous savons quoi? Nous savons le théâtre moderne de France, mais nous ne savons pas le théâtre baroque qui a eu une grande influence sur la Russie, parce que le niveau de théâtre de baroque en Russie était impressionnant. Et donc, il faut qu'on commence la recherche de deux côtés. Pas uniquement que la Russie qui commence de faire la recherche sur la culture française, mais aussi les Français qui commencent à voir qu'est-ce que c'est la vraie la Russie. Il faut absolument créer les ponts comme ça. Vous êtes né en 1992, peu après la fin de l'Union soviétique. Comment les Russes perçoivent-ils la rupture ou la continuité entre l'URSS et la Russie actuelle? Comment les Russes de votre génération perçoivent-ils les 3/4 de siècle de cette époque? On a quelque chose comme la tradition géopolitique qui était pris par Poutine de l'Union soviétique. On a repris le rôle de la Russie comme quelqu'un qui oppose l'Occident, qui oppose le libéralisme, le capitalisme. Donc je crois qu'il existe cette tradition géopolitique depuis l'Union soviétique. Quand je parle avec mon père ou ma mère, ma famille, ils me disent que la Russie d'aujourd'hui ressemble dans cette orientation dans les relations internationales, ça ressemble aussi à la situation de l'Union soviétique. En même temps, je crois que mon génération était quelque part traumatisée par ce changement de paradigme, dans ce changement de l'idéologie, parce que nous avons eu avant mon naissance, nous avons eu l'Union soviétique avec les paradigmes socialistes, anticapitalistes, anti-bourgeois, et puis on a eu le système de libéralisme, c'est les années 90, où il y avait tout de pire d'Occident. Il y avait le chewing gum, le Coca-Cola, il y avait des petits sacs en plastique qui étaient très populaires. Pour nous, pour les petits, c'était quelque chose d'extraordinaire. Puis les chewing gum, c'était aussi... Oui, en plus c'était accompagné avec des mauvaises choses. Il y avait plusieurs gens, des artistes qui étaient morts depuis les drogues. Il y avait un grand vague de drogue qui est venu ici. Elle a détruit les gens qui ont eu un grand talent dans le peinture, dans la musique. Il y a beaucoup de morts dans cette période. Et puis, donc, c'était le libéralisme, c'était quelque chose de postmodernisme total. Tout est maintenant, il n'y a pas de frontières, il est interdit d'interdire. Et puis, il est apparu l'époque de Poutine. Et l'époque de Poutine, c'est le patriotisme conscient. Mais le problème, c'est que ce changement de paradigme, elle a influencé dans la mauvaise tendance sur le système universitaire. C'est-à-dire que les philosophes, par exemple les historiens de philosophie, ils n'arrivent pas à interpréter l'histoire de la philosophie parce qu'il avait le paradigme soviétique.
C'est-à-dire il y a la philosophie bourgeoise et la philosophie anti-bourgeoise. Après, il y a le système de libéralisme où il y a une sorte d'attention vers le postmodernisme. Il y a le système que la Russie a la fonction hérosiste, elle a le rôle hérosiste, et que tous notre philosophes doivent être repensés. Et donc, il y a certains problèmes, il y a certaines cicatrices dans notre âme russe. Mais maintenant, je ne sais pas si la situation est stabilisée. Nous sommes dans diverses influences. Notre culture est sous l'influence du postmodernisme. Nous avons beaucoup de représentants de réalisme spéculatif. C'est la nouvelle stratégie du postmodernisme qui critique l'anthropos, le person, comme quelqu'un qui acte dans la philosophie et préfère plutôt de s'orienter vers l'écologie, soit de devenir le plan ou je sais pas l'arbre et de penser comme l'arbre. Voilà. Donc nous avons les tendances destructives dans notre culture. Maintenant, je crois que le but de notre génération, c'est de repenser ce que nous avons eu avant l'Union soviétique, de repenser ce qui est appelé Серебряный век, l'âge d'argent dans le sens de matière. Oui. Et il faut repenser cette période, voir comment la culture était développée au début du XXe siècle, essayer de suivre les stratégies de cette période et de ne pas regarder au réalisme spéculatif, soit il ne faut pas maintenant commencer de penser comme les arbres, parce que les Russes n'ont pas encore commencé de penser comme les hommes. Donc il faut commencer ce travail gigantesque.